Bonsoir à tous, le face-à-face de la semaine, Éric Zemmour, Philippe de Villiers, une heure de débat entre l'éditorialiste et l'ancien ministre et député. Voici quelques axes que nous verrons ensemble. À l'heure de la mort du prince Philippe en Angleterre, où en est-on du royalisme en France? Y a-t-il encore un esprit vendéen aujourd'hui en 2021? Au moment où la souveraineté revient en force, où placer le curseur de cette souveraineté et du pouvoir à l'échelon national, régional, européen? Et puis la France peut-elle, veut-elle, doit-elle se passer de l'Union européenne? Quelle solution entre un Frexit ou bien une transformation de l'Union européenne de l'intérieur? C'est parti pour le face-à-face. Bonsoir Philippe de Villiers, bonsoir Éric Zemmour. Philippe de Villiers, vous avez été secrétaire d'État, député, président du MPF, Mouvement pour la France. Vous êtes cofondateur du Vendée Globe, fondateur du Puy du Fou. Vous êtes également écrivain. Vous avez écrit Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde. Le moment est venu de dire ce que j'ai vu, ou encore les cloches sonneront-elles encore demain? Et puis votre dernier ouvrage en date, le voici, Le jour d'après, ce que je ne savais pas et vous non plus, chez Albin Michel. Merci, ravi de vous recevoir ce soir. Alors, la mort du prince Philippe, on va commencer par ce sujet d'actualité. Marie d'Élisabeth II d'Angleterre, le 9 avril, a remis la couronne anglaise sur le devant de la scène. Comment expliquer, Philippe de Villiers, que des monarchies soient toujours présentes dans certains pays occidentaux et démocratiques, alors que les rois et reines n'ont plus aucun pouvoir réel? D'abord, bonsoir. Et bonsoir, cher Philippe. Une nation, c'est une famille de familles qui traverse le temps long. Et pour traverser le temps long, elle a besoin de figures symboliques, allégoriques. L'unité et le sacré. Quelque chose de plus que le commun. Et donc, la famille britannique a cela. C'est un drapeau vivant, un étendard, un armorial qui franchit le temps long, qui s'identifie aux familles du Royaume-Uni, qui elle-même s'identifie à la famille royale, c'est-à-dire qu'on suit les épreuves, les soucis, même les frasques. On participe aux souffrances, il y a ce qu'on appelle dans les anthropologies de l'affectio societatis. Pour une nation, c'est encore plus vrai, c'est encore plus fort. C'est difficile, de génération en génération, mais la monarchie britannique, avec la reine d'Angleterre, réussit bien cette traversée du temps long. Éric Zemmour. Oui, je suis tout à fait d'accord. La monarchie britannique réussit très bien cette œuvre, même si elle est attaquée de partout, et même en son sein. On a vu la dernière histoire avec la fameuse Meghan Merkel. Mais bon, ce n'est pas notre histoire. On n'a pas eu la même histoire. Nous, on a coupé la tête du roi, et les rois qu'on a remis sur le trône n'ont pas réussi à durer. En fait, vous savez, il y avait un très joli mot de Charles X. Charles X, on lui dit mais il faut accepter d'être un roi constitutionnel. Et il répond si c'est pour être comme mon cousin d'Angleterre, je préfère couper du bois. Et ben voilà, c'est les deux familles, les deux tempéraments. Effectivement, la famille d'Angleterre a accepté d'être comme ça, sans pouvoir, alors que la famille royale française, finalement, n'a jamais vraiment accepté. Et ils sont partis couper du bois. Il y a une scène magnifique dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Vous vous souvenez, quand Chateaubriand va voir ce pauvre Charles X exilé en Bohême, mort à vie. Et c'est ça, on a eu deux destins. Et je pense que on a... comment vous dire, je pense que le général de Gaulle a réglé définitivement la question en rassemblant et la monarchie et la République, en élisant un président de la République au suffrage universel. Et donc, comme il l'a dit lui-même d'ailleurs, j'ai réglé une question vieille de 169 ans en 1958 par rapport à la Révolution de 1789. Je pense qu'à la fois, les Français ne se sont jamais vraiment remis d'avoir coupé la tête du roi. Il y a une culpabilité, il y a un manque, il y a quelque chose, vous avez tout à fait raison. Il nous manque cette sacralité.
Et en même temps, on a trouvé un compromis gaullien en disant, bon, allez, on ne peut pas remettre le roi, mais on met un président élu au suffrage universel. C'est la nouvelle huile sainte, quoi, en fait. C'est le suffrage universel, c'est la nouvelle huile sainte. Avec ses limites, je suis d'accord. Mais c'est ce qu'on a trouvé de mieux et je pense que c'est une synthèse politique acceptable. Le royalisme est toujours vivant en France ? Comment ? Le royalisme est toujours vivant en France ? Alors que comme sentiment, de manière privée, il peut exister, il peut se développer. Politiquement, il n'existe pas. On a ces ferveurs, on a ces tendresses. Voilà, exactement. Moi, par exemple, je préfère Saint-Louis et la couronne d'épines à Macron et la Start-up Nation. Je préfère Duc Esclin à Darmanin et je préfère Jeanne d'Arc à Anne Hidalgo. Bon, voilà. Mais je reviens sur ce que Éric vient de dire. En fait, en 1870, après la défaite de Sedan, on a eu l'instituteur national avec les Jules Quicherat, Jules Michelet, qui se sont dit entre eux, on n'a plus de fédérateur. En fait, il n'y a pas de Saint-Crème, il n'y a plus de sacré, et il faut qu'on invente un sacré de substitution. Ce qui sera repris par De Gaulle lorsqu'il dit à chaque fois que la France s'est approchée de l'abîme, elle s'est accrochée à deux moules qui n'ont pas vacillé, le tronçon de l'épée et la pensée française. Et cette pensée française, c'était le roman national. C'est-à-dire, le roman national, c'était l'idée d'un fédérateur de substitution. Et ce n'est pas un hasard que ce soit des laïcs républicains, et non pas des royalistes, qui sont allés chercher Jeanne d'Arc, la bergère. Ils sont allés chercher Jeanne d'Arc parce qu'ils voulaient une fille sortie du peuple et qui ait touché le Saint-Crème, qui ait touché le sacré et qui soit elle-même, par ses voix, proche du sacré. Et le drame de notre époque, c'est que depuis mai 68, le roman national a été massacré. Il n'y a plus de roman national. Notre histoire, notre art de vivre, notre langue sont contrebattus, déformés, tuméfiés, se désagrègent. Et quand un pays n'a plus de roman national, il n'a plus l'imaginaire collectif. Et un pays qui n'a plus l'imaginaire collectif, que devient-il ? Il roule à l'abîme. Permettez-moi de vous relancer. Y a-t-il un esprit vendéen encore aujourd'hui, à l'heure où la République, justement, a fait désormais l'unanimité ? Elle est intéressante, votre question, parce que je vois très bien ce qu'il y a derrière et je vais vous répondre. Et vous allez être surprise. Il y a un esprit vendéen. Il a été défini par Solzhenitsyn le 24 septembre 1993 en Vendée, au Luxembourg-Boulogne. Il a dit, il y a un esprit vendéen. C'est le même esprit que celui des paysans de Tambov qui se sont battus contre les bolcheviks. C'est un esprit réfractaire, un esprit dissident, un esprit résistant. Et il a même ajouté, les Français seront un jour fiers de la résistance des Vendéens. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cet esprit vendéen, en fait, il a muté ensuite au fil du temps. La Vendée, c'est le drapeau blanc de Catinot, mais c'est aussi Clemenceau et Delade, c'est-à-dire que la Vendée au XXe siècle, c'est le département qui a donné 2 vainqueurs de guerre mondiale à la France. Donc on est passé du drapeau blanc au drapeau tricolore. Pourquoi ? Parce que c'est une vieille terre chrétienne et qu'elle a pratiqué le pardon et l'alchimie du sentiment qui convertit le mal en nouvelle chance. Éric Zemmour. Je pense effectivement que d'abord la Vendée, moi je suis toujours admiratif de l'héroïsme des soldats vendéens. Je suis comme Napoléon qui les admirait et qui c'est Philippe d'ailleurs qui m'a raconté cette histoire magnifique Bonaparte est en visite, vous savez, en Vendée. Napoléon, le 8 août donc 1808, revenant d'Espagne, s'arrête aux 4 chemins de Loire. Voilà, et il demande à une famille et qu'est-ce que vous faisiez pendant la Grande Guerre ? Et le fils dit ah ben moi je sais pas, je sais pas vraiment choisi, etc. Et la fille dit moi j'étais du côté des Blancs. Et Napoléon le regarde et regarde le garçon et lui dit vous êtes un Jean Foutre.
Et donc, en fait, j'aime beaucoup cette histoire, et c'est Philippe qui me l'a raconté il y a après, longtemps. il s'arrête partout devant tous les curés du bocage vendéen et il leur dit, vous avez un problème de toiture, vous avez un problème d'orgue, etc. Et il sort sa cassette. Absolument. Ouais. Et donc, vraiment, je suis fasciné par ça. Oui, c'est la France, c'est la réconciliation. Voilà, exactement. Et en même temps, j'admire aussi les soldats républicains, non pas quand ils massacrent les Vendéens, mais quand ils défendent aux frontières le pays, etc. Donc je suis toujours partagé, moi, dans cette histoire. J'aime les deux. C'est rare quand on est dans cette situation-là, mais c'est comme ça. Et je suis d'accord là-dessus avec Philippe de Villiers. Il y a un esprit vendéen parce que ensuite, aujourd'hui, c'est un peu nous, la France, la Vendée. C'est-à-dire que on est la Vendée de la mondialisation, on est la Vendée d'un certain univers qui nous impose la culture américaine, etc., etc. Nous tentons de résister, de défendre un certain imaginaire français, un certain des mœurs françaises, vous voyez, une relation entre les hommes et les femmes, dans la société, et on est balayé comme ça tout le temps par une espèce d'armée des Bleus qui nous vient du monde entier, en particulier des États-Unis, et qui nous impose sa loi. Je pense qu'effectivement, il faut retrouver cet esprit vendéen de résistance, puisque nous ne sommes plus, comme à l'époque de la Révolution et de Napoléon, la puissance hégémonique en Europe. Donc il faut retrouver l'esprit de résistance du petit qui ne veut pas se faire manger par les gros. Pour moi, c'est ça l'esprit vendéen. Et en même temps, il faut vivre dans son époque. C'est-à-dire que... Absolument. Pardon de parler de ma famille un instant, mais moi, c'est une famille d'officiers français morts au champ d'honneur. Donc, ils ont servi la monarchie, puis ils ont servi l'Empire. On a même une mèche de cheveux de l'empereur dans notre patrimoine, chez l'un d'entre nous. Et puis après, ils ont servi la République, puisque mon grand-père est mort. Mon père était orphelin de guerre. Son père est mort à la bataille du Grand Couronné, 8 septembre 1914, glorieusement à la tête de sa compagnie. Voilà, en criant « Vive la France ». Donc, si vous voulez, l'histoire ne s'arrête pas. Et on est français, quoi. Et c'est pas le régime qui compte. D'ailleurs, si vous me permettez, aujourd'hui, les derniers républicains, c'est les souverainistes. Parce que les autres, ils ont liquidé la République. Ils l'ont mis entre les mains du commissaire. Et ils l'ont liquidé au nom de la République. C'est tout le paradoxe. Extraordinaire. Alors Philippe de Villiers, vous vous présentez comme un souverainiste, justement, et vous assumez. Alors entre l'échelon régional, cher à votre cœur, entre l'échelon national, cher à Éric Zemmour, entre l'échelon européen, cher à Emmanuel Macron, où placer le curseur de la souveraineté, où placer le curseur du pouvoir? Alors il y a, depuis Aristote, saint Thomas d'Aquin et toute la pensée occidentale, il y a un mot-clé qui a même été repris par Robert Schuman, un des pères fondateurs de l'Europe, c'est le mot subsidiarité. Et ça me permet de répondre à votre question. La subsidiarité, c'est quoi? C'est laisser faire à l'échelon inférieur tout ce qu'il peut faire tout seul. Voilà la réponse. Et donc, ce qu'un maire peut faire tout seul, sans intercommunalité qui vient ajouter une bureaucratie inutile, ce qu'il peut faire tout seul, il faut le laisser faire tout seul. Ce qu'il ne peut pas faire tout seul, alors on passe à l'échelon du département, par exemple. Parce qu'une des conquêtes durable de la Révolution, c'est le département. Département parce que le département est à l'échelle humaine. À l'époque, on disait une journée par jour à cheval. Pour arriver au chef-lieu. On peut remplacer ça par la paperasse, l'échelle humaine. Et après le département, il y a la nation. Alors, vous parlez de souveraineté. La souveraineté, elle est nationale. Elle ne peut pas être européenne. Il n'y a qu'Emmanuel Macron pour inventer un truc pareil. La souveraineté, elle est nationale parce que c'est la souveraineté du peuple. Et comme disait Marie-France Garot, une femme n'est pas à moitié enceinte. On est souverain ou on n'est pas souverain. Parce que la souveraineté, c'est ce que les juristes appellent la compétence de la compétence. Je suis souverain, donc je décide de ce que je vais décider. Sinon, je ne suis pas souverain. Et donc, on ne peut pas avoir deux souverainetés. Une souveraineté à Paris, une souveraineté à Bruxelles. C'est une fadaise. Éric Zemmour. Alors, tout à fait d'accord avec la fin. C'est évident, il ne peut pas y avoir deux souverainetés. Vous vous souvenez, chère Christine, j'ai débattu ici avec Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, et c'est exactement la discussion qu'on a eue. Tout à fait. Et je voudrais prolonger ça. En fait, je pense que nous vivons un moment très intéressant et très de bascule.
Je veux dire que on a connu, Philippe de Villiers et moi, depuis 40 ans, l'émergence et le renforcement d'une idée qui était la France n'est plus à la taille du monde, à la taille des nouveaux enjeux, et aujourd'hui, c'est l'Europe. Vous voyez, c'est ce qu'on entend depuis à peu près 40 ans. Et alors, Philippe et moi, on était plutôt dans le camp de ceux qui rechignaient à tout ça, qui se révoltaient contre tout ça, mais on subissait quand même, on le subissait, etc. Et je crois que nous vivons aujourd'hui un moment vraiment essentiel, c'est-à-dire que ce discours-là a montré, plus que ses limites, son échec. C'est-à-dire que nous vivons le moment où l'Europe a montré qu'elle ne tenait plus, que l'échelon européen ne fonctionnait pas. On l'a vu dans cette épidémie. On a parlé des vaccins. On a dit, on a toujours opposé, alors on est à peu près à 15% de vaccinés, nous, en France, et puis on donne toujours les exemples israéliens, anglais, qui sont très spectaculaires. Mais il faut creuser cette histoire. Il y a des exemples dont on ne parle jamais et qui sont vraiment lamentables pour nous. Est-ce que vous savez que les Serbes, la Serbie, sont à 25% de vaccinés? Est-ce que vous savez que les Chiliens, le Chili, sont prêts à de 40% de vaccinés? Donc si vous voulez, on nous a expliqué depuis 40 ans que l'Europe était l'échelon idéal pour moderniser la France, pour la faire monter à un niveau plus élevé. Et en fait, on s'aperçoit qu'il a été un des agents, parce que ce n'est pas le seul, soyons honnêtes, de la tiers-mondisation de la France. Et moi, c'est ça qui me frappe dans cette histoire, c'est que là, je pense qu'il y a, pour la première fois, et je vous dis, avec Philippe de Villiers, on sans doute qu'on vit ce moment plus intensément que d'autres, c'est-à-dire que notre discours avait du mal à prendre, et qu'aujourd'hui, c'est leur discours qui a du mal à prendre. C'est-à-dire que les gens ont compris que l'Europe était une des causes du déclin français. Encore une fois, pas la seule, mais une des causes. Et qu'il faut changer de paradigme. Et, Philippe de... Alors, moi, il y a une chose qui me frappe et qui conforte ce que vous venez de dire et qui va au-delà. C'est que donc, pendant des années et des décennies, on nous a dit, tout seul, on est faible, à plusieurs, on est plus fort. L'Europe puissance. Exactement. Je me souviens de Maastricht, l'Europe puissance. Bon. En réalité, ils s'en foutaient de l'Europe puissance. Ils n'ont jamais voulu faire une Europe puissance. Ils ont voulu faire un marché complémentaire à la demande des Américains, du marché américain. Mais peu importe. Aujourd'hui, ce qui me frappe, et je parle avec mon expérience, de l'entreprise, on n'est plus au temps de Vidal de la Blache, qui identifiait la taille à la puissance à la taille. On était grand, donc on était puissant. Donc c'était l'échelle qui commandait la puissance. Et c'est comme ça qu'il y avait, quand on était petit, la carte de France, la carte du monde avec les petites taches roses. Et là, on était un grand pays parce qu'on est un pays étendu. Ça, c'est fini. C'est terminé. En revanche, nous vivons depuis l'atome et la miniaturisation, une combinaison contradictoire de l'infiniment petit et de l'infiniment puissant. Et donc, une petite nation peut paradoxalement atteindre à la puissance, contrairement à la grande, Israël par rapport à l'Australie, et ça vaut pour les entreprises, c'est beaucoup plus intéressant encore. Ça veut dire qu'en fait, quand on nous dit « mais c'est pas possible de développer un tissu d'industrie à l'échelle nationale », c'est faux. C'était vrai il y a quelques années, c'est faux maintenant, parce qu'avant c'était le couple travail-capital, maintenant c'est le couple travail-matière grise. Et si un pays a de la fierté de créer, s'il a la substance, s'il a l'éducation, s'il a le savoir-faire, s'il a le feu sacré, il taille des croupières au plus grand. C'est ça qui est en train de se passer, et c'est à cause de ça que l'Asie va prendre le relais de l'Amérique. La puissance proportionnelle à la taille ? Alors, je suis à moitié en désaccord et à moitié d'accord. Moitié en désaccord parce que je pense, cher Philippe, que il y a encore un rapport entre la taille et la puissance. Je pense que ce n'est pas un hasard si les deux grandes puissances aujourd'hui sont la Chine et les États-Unis. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui nous avons un affrontement potentiel entre ces deux-là, parce que ce sont des nations impériales, en vérité, toutes les deux, dans un genre différent, mais elles ont la taille
de la planète. Et il y a en effet toujours un rapport entre la puissance et la taille. Vous savez que moi je suis un nostalgique malheureux de l'échec de Napoléon, et c'est pour ça. C'est parce qu'avec la France de 1810, on avait une taille mondiale par rapport aux grandes puissances d'aujourd'hui. Mais plaçons cette mélancolie et cette nostalgie. Probablement en désaccord. Moi, j'applique la phrase de Bainville sur Napoléon. Sauf pour la gloire, sauf pour l'honneur, il a mieux valu qu'il ne pas exister. C'est mon seul désaccord avec Bainville. Et avec vous, donc. Non, je pense vraiment que ça nous aurait donné une taille de puissance, de puissance totale, de puissance globale, de puissance mondiale. Mais, une fois qu'on a dit cela, une fois qu'on a dit... Voilà, on n'est pas les États-Unis, on n'est pas la Chine, on n'est pas dans ce duel. Là, je vous rejoins, tout simplement parce que l'échec des européistes, c'est qu'il n'y a pas de nation européenne. Et donc, on ne peut pas inventer, en vérité, cette puissance impériale à la taille de la Chine ou des États-Unis. Et là, je vous suis, c'est-à-dire qu'on voit bien, vous avez donné l'exemple d'Israël, on pourrait donner l'exemple de Taïwan. Taïwan avec une population de 23 millions d'habitants, je crois, qui bloque tout le monde avec les semi-conducteurs. Et l'Angleterre va nous faire Singapour. C'est extraordinaire. Un petit pays, à un tiers de la France, qui bloque le monde entier avec uniquement sa production de semi-conducteurs. On voit bien pareil pour Israël, qui est la vraie start-up nation. On voit bien même pour le Japon. Le Japon, on l'oublie toujours, mais qui est une puissance formidable en vérité, et qui n'est pas dans un ensemble économique uni, etc. En vérité, et deuxième chose, et je vous laisse la parole, Philippe, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très juste, vous avez dit l'Europe puissance, ils s'en moquaient. En fait, je pense que c'est même pire que ça. C'est-à-dire que je pense que l'Europe puissance, c'est un fantasme français. C'est-à-dire que les élites françaises croient qu'à travers l'Europe, ils vont retrouver, c'est ma plaisanterie habituelle, l'Europe de Napoléon, et qu'ils vont gouverner comme ça toute l'Europe de façon altière. Le levier d'Archimède. Et le fameux levier d'Archimède du général de Gaulle. Or, je pense que pour tous les autres, l'Europe, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'Europe, c'est uniquement une machine à défaire la souveraineté, à défaire la puissance pour sortir de l'histoire. C'est la phrase de Philippe Manant que j'aime à citer, c'est « Les pays européens chérissent leur impuissance car elle garantit leur innocence ». Et je pense que... Et c'est ça le drame européen. Et c'est ça le drame français en vérité. C'est que la France se fait une fausse idée de l'Europe. Alors, pour mettre sous les yeux de nos téléspectateurs ce qu'on est en train de dire, pour que ça soit concret, je vais prendre, si vous voulez, en 3 phrases, le bilan de l'Europe par rapport au Covid. Premier point du bilan, on va prendre le mot frontière. Bon. On a vu qu'en fait, Schengen, ça marche par petits temps. Mais dès qu'il y a du gros temps, ça ne marche pas. Je ne développe pas, je suis prêt à développer, mais simplement ça souligne une chose, c'est qu'en fait, on a voulu, au Conseil de Laeken, le 14 décembre 2001, l'Europe s'est ainsi définie, la frontière, la seule frontière que trace l'Europe tient aux droits de l'homme et à la démocratie. Ça veut dire que l'Europe se définit non pas comme un territoire, mais comme un espace juridique. Donc en fait, un espace sans frontières. On le paye au prix fort avec le Covid. Deuxième mot-clé, le mot médicament. On a vu qu'en fait, l'Europe ne produisait plus rien et que 80% des principes actifs étaient produits ailleurs, et notamment en Asie. Pourquoi? Et ça, vous le savez très bien, mais on ne le dit pas assez. J'ai entendu hier Éric de Rijkmaten qui disait, oui, Made in France. Mais attendez, Made in France, encore faut-il qu'on ait le droit. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis Maastricht, depuis 1992? Depuis Maastricht, on n'a pas le droit, il faut respecter la concurrence. Et donc, en fait, c'est Maastricht qui a empêché de faire, par exemple, l'indépendance numérique. Là, en ce moment, il y a 42 000 satellites qui sont en train de s'installer au-dessus de nos têtes, avec Elon Musk et Jeff Bezos.
Et nous, Bernic, on a la parole d'un très bon communicant, Thierry Breton. J'ai bien connu, j'avais fait travailler à mon cabinet quand j'étais secrétaire d'État à la culture, et il est formidable. Bon, je l'aime beaucoup. Mais c'est un extraordinaire funambule de la sémantique. Et donc, il fait bien le boulot. Mais bon, voilà. Donc, les médicaments. Voilà. Et troisièmement, le vaccin. Alors, le vaccin, c'est très simple. Donc, Macron est allé voir Merkel, lui a dit on va faire un coup fabuleux. Alors là, si on réussit ce coup-là, alors là, la souveraineté européenne. Et le coup, c'est de confier à la Commission de Bruxelles, c'est-à-dire on confie à des commissaires, c'est-à-dire à des bureaucrates, le soin d'aller discuter comme si c'était un État. Et là, qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'une commission américaine, comme dirait Paul Valéry, c'est une commission de bureaucrates, ça n'a pas le poids d'un État. Et quand on compare la Commission de Bruxelles avec Johnson, avec son œil de lynx, et Israël, ou Trump, eh ben voilà, c'est des États. Et un État, ça discute avec un laboratoire en disant, bon, dis donc, tu vas pas me faire le coup, hein. Moi je paye pas tant que ça, et je veux les délais à la semaine près, etc. C'est ça un État. C'est ça le régalien. Et c'est là où Macron a perdu le fil du régalien. Alors, c'est amusant parce qu'en même temps, la Commission, on reproche à la Commission d'avoir trop négocié le prix. Oui. C'est intéressant. En fait, c'est même l'inverse. C'est-à-dire que les États comme l'Angleterre, comme l'Amérique, et même un petit État comme Israël, ont payé plus cher et ont accepté de dépenser un argent fou pour avoir ces fameux vaccins. Si vous permettez, messieurs, vous n'êtes pas un tout petit peu hypocrite parce que, Dites-moi. Dans le sens où il n'y a pas d'Europe de la santé, et tout le monde le sait à la base déjà. Mais justement, alors c'était... Non, mais ça, je suis d'accord. Alors déjà, quand il y a une Europe de quelque chose, ça marche pas. Non, mais alors là, je Et suis... alors vous nous dites, mais il n'y a pas l'Europe de la santé. Je suis d'accord. Mais là, Alors, l'un après l'autre. Non, mais Zemmour, là, ensuite vous. Mais je suis assez d'accord. Il n'y avait pas d'Europe de la santé. Non, mais c'est vrai. Bah oui. Mais justement, c'est la perversité d'Emmanuel Macron. C'est qu'il a voulu profiter de l'épidémie pour imposer au forceps une Europe de la santé et dire aux populations, regardez comme l'Europe marche bien. Donc il s'est assis sur les traités, parce que vous avez tout à fait raison, il n'y a pas d'Europe de la santé de prévu. C'est le fameux le principe de subsidiarité dont parlait Philippe de Villiers tout à l'heure. Donc on aurait dû effectivement avoir un rapport national à cette question. D'ailleurs, on l'a eu au début, souvenez-vous. Et donc là, ils ont voulu passer outre. Et ça s'est retourné contre eux. Mais c'est pas pour ça qu'on est hypocrite. C'est au contraire qu'on prend acte de ce qui s'est passé, c'est tout. Et alors, attendez, je voudrais revenir sur 1992, Maastricht, parce que c'est là qu'il y a le grand retournement. Jusqu'à Maastricht, De Gaulle, il a accepté le traité de Rome, signé le 25 mars 1957, quand il est arrivé un an après, à cause de l'agriculture française, mais aussi pour deux autres raisons. Et moi, je veux bien une Europe qui soit un concert d'États. Donc l'Europe de la coopération. Et ensuite, la préférence communautaire. C'est-à-dire que ce qu'on appelait le marché commun, c'est un beau mot, le marché commun. Le marché commun, on aurait pu faire le marché commun du médicament. Et je réponds à votre question. On aurait pu faire le marché commun de l'industrie. On aurait pu avoir des numéros 1 mondiaux. En 1992, tout est chamboulé. On passe de l'Europe de la coopération à l'Europe de l'intégration. Et on passe de l'Europe de la préférence communautaire, du marché commun, à l'Europe du libre-échange mondial. Et là, on ne peut plus faire des numéros 1 mondiaux. Et là, à partir de cet instant, c'est la fameuse religion des flux, on fait, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent savent ce que ça veut dire, les chaînes de valeur globales. Les chaînes de valeur globales. Et vous savez ce que ça veut dire, les chaînes de valeur globales? Ça veut dire, Alain Mac, mais la mondialisation, M. Zemmour, elle sera heureuse. Forcément heureuse. Et si on n'a pas de masque, on ira en chercher en Chine, parce qu'ils sont gentils, les Chinois. Parce que la marchandisation du désir, le divin marché. Alors, je vais répondre Éric Zemmour ensuite. Oui, très vite, pour vous dire que je mettrai un bémol. J'ai bien compris qu'effectivement, il y avait une Europe plus coopérative, l'Europe des États dans les années 60, avec surtout, vous avez tout à fait raison, le tarif extérieur commun, c'est-à-dire la préférence communautaire. Mais je pense que moi, le général de Gaulle s'est fait avoir. Je m'explique. Oui. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qu'il y avait dans Maastricht, c'était déjà dans le traité de Rome en 1957. Oui. Et il l'a laissé. Et par exemple, il a même laissé quelque chose qui m'a toujours frappé avec le recul. C'est, vous savez, la première fois que les juges européens, je parle souvent des juges ici, les juges européens, dans le fameux arrêt Costa contre Enel, voilà,
ont décidé que le droit européen était supérieur aux droits nationaux. Et le général, c'est sous le général de Gaulle, 64. Et le général de Gaulle n'a rien dit. Et je pense qu'ils ont mis des mines et ils ont attendu la fin du vieux. Je dis ça avec toute l'affection possible, puisqu'à l'époque, on le surnommait le vieux. Et je pense qu'il s'est fait avoir, et que quand il est parti, dès 70, il y a le fameux rapport Werner avec la monnaie unique, qui annonce l'euro. Je pense qu'il y avait tout prêt, et que cette Europe des coopérations des États que Philippe de Villiers défend à juste titre, et qui a fait Airbus, par exemple. On ne le dit jamais. On dit Airbus, c'est un magnifique réussite de l'Europe. Non, c'est une magnifique réussite de l'Europe des États. On est d'accord là-dessus. Mais je pense que ça a été une parenthèse, et qu'ils ont attendu la fin de la parenthèse pour reprendre la marche en avant. Il y a un gars qui s'appelle Lecourt, démocrate chrétien, devant l'Éternel, qui était le président de la Cour européenne, donc une de nos cours suprêmes. Et il a dit récemment, c'est repris dans le livre de M. Van Rompuy, qui raconte ses mémoires. Il dit, il se marre. Van Rompuy, c'était l'ancien président. Bon, personnage éminent. On sort des gars avant l'autre, la Santerre. Ouais. Ah oui. Et il dit ceci, il y a de la part des juges, dans l'état de droit, écoutez bien, des charges dynamiques à effet différé. Voilà. Et tout y est. Et donc, en fait, ça, De Gaulle l'a pas vu. Ouais. Foyer l'avait vu. Oui. Il ne voulait pas signer, il ne voulait pas ratifier, d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme. Mais De Gaulle n'avait pas vu qu'en réalité, c'est par l'état de droit, c'est par les juges qu'ils ont installé une religion séculière des droits de l'homme qui permet aujourd'hui une immigration sans contrôle. Messieurs, j'aimerais qu'on continue justement sur l'Europe et que vous répondiez à cette question. Après avoir prôné une sortie de l'Union européenne, le Rassemblement national a finalement renoncé lors des dernières élections européennes à inscrire le Frexit dans son programme. La France peut-elle, veut-elle, doit-elle encore se passer de l'Union européenne ? Alors, vous me dites Rassemblement national, moi je ne fais pas de l'eupéno-anthropocentrisme. Hein. Donc, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que je ne me détermine pas par rapport à un parti politique, je pense. Éric non plus. Au moins on sera d'accord. Allez-y. Bon, donc voilà. Alors, moi je vais vous dire, il y a un fait nouveau. Je serais venu il y a quelques temps, il y a quelques années, je vous aurais dit, oh là, bon, sortir de l'Europe... Mais il y a un fait nouveau. C'est l'Angleterre qui a filé à l'anglaise. Et en fait, le Brexit, ça veut dire deux choses avec le vaccin. Un, on peut partir, alors que nous, on pensait qu'on ne pourrait jamais partir. On nous expliquait, non, c'est comme le socialisme en Union soviétique, ça va durer 1000 ans. On peut partir. Et deuxièmement, on peut s'en sortir en sortant. Puisqu'on voit bien avec l'affaire des vaccins, et on va voir la suite, l'immigration, etc., qu'un pays, finalement, restitué à sa souveraineté, peut s'en sortir. Et donc ça change tout. Et moi, ce que je propose, j'ai attendu ce soir pour le dire, vous allez voir, c'est Sioux. Je propose un bruxellite en s'appuyant sur le groupe de Visegrad. C'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui dans la situation où étaient les Anglais pendant longtemps avant de s'en aller. Ils sont ils sont ronchons, ils sont grognons, parce qu'en fait, ils sont désignés comme des mauvais Européens, alors qu'ils sont autant et plus Européens que nous. Et donc, en fait, il faut dire à Orban, aux Polonais, aux Slovaques et aux Tchèques, bon, écoutez, on les met dehors. Donc le bruxellite, c'est pas le Frexit. Le Frexit, c'est la France qui s'en va. Moi, je dis non, c'est eux qui s'en vont, les commissaires. Et donc on casse le traité et on en refait un autre. On passe du traité de Bruxelles au traité de Rome, on revient au traité de Rome. Pourquoi je dis cela ? Pour deux raisons que je suis prêt à développer. La première, c'est que la machine de Bruxelles nous entraîne dans un processus de colonisation mortelle.
et il y a peu de temps pour réagir. Colonisation de peuplement, colonisation de territoire de conquête et colonisation des esprits. C'est-à-dire que l'Europe est une Europe sans tête, sans corps, sans âme. Et la deuxième raison, et j'aimerais avoir là-dessus la réaction d'Éric, c'est que la machine de Bruxelles nous fait manquer le rendez-vous qui vient pour la France, qui est un rendez-vous avec la puissance, à nouveau la puissance. C'est-à-dire qu'il faut que la France, il faut que on est dans une machine aujourd'hui, la machine européenne, qui, en fait, nous arrime à une puissance qui meurt, à une puissance qui décline, nous oblige à écrire l'histoire du continent européen sur le continent américain, donc c'est plus possible. Alors que la logique de puissance aujourd'hui doit nous tourner vers la Russie et l'Angleterre, faire la grande Europe, c'est-à-dire sortir de cette Europe-là pour en faire une autre, la grande, de l'Atlantique à l'Oural, celle du général de Gaulle, parce que sinon la Russie ira vers la Chine et on va se retrouver tout seul parce que de toute façon les Allemands, et c'est quelque chose que vous savez, les Allemands, ils en font qu'à leur tête. Les Allemands, ils discutent avec la Turquie parce qu'ils ont 3 millions de Turcs, donc ils font gaffe. Les Allemands, ils discutent avec la Russie parce qu'ils ont Nord Stream. Et les Allemands, ils discutent avec les États-Unis parce qu'ils ne veulent surtout pas de logique de puissance avec la France nucléaire. Éric Zemmour, bruxellite ? Alors, moi je pense que la France n'est pas l'Angleterre. Je veux dire par là que le Brexit ne peut pas, pour l'instant, avoir des conséquences sur la France. Je m'explique. Vous savez bien que l'Angleterre n'était dans l'Europe qu'à moitié. C'est-à-dire qu'elle n'était pas dans Schengen, elle n'était pas dans l'euro. D'ailleurs, elle a été assez intelligente pour cela, je pense. Je pense que c'est elle qui avait raison. Mais en tout cas, vous savez bien qu'elle n'était pas imbriquée, impliquée et imbriquée dans ce corset européen dont il est si difficile de se défaire. Deuxièmement, le peuple anglais n'est pas le peuple français. J'ai lu il y a quelques années une correspondance très intéressante entre Pompidou et Malraux, Michel Debré, vous voyez, des gens de cette époque. Et à un moment, Pompidou écrit, ça m'a beaucoup frappé, on est dans les années 60, vous voyez, c'est loin de nos histoires d'aujourd'hui. Mais il dit quelque chose, il dit, voilà, c'est simple, la France, pendant longtemps, a été la puissance principale en Europe, elle s'opposait, elle se battait contre toute l'Europe rassemblée. Pour la battre, il fallait que toute l'Europe se rassemble. Et depuis la défaite de 1870, où on a perdu face à la Prusse seule, les Français ont peur et n'osent plus aller tout seuls dans un combat. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi européens. Ils ne veulent pas se séparer de leurs alliés européens. Je pense que les Français, depuis il y a eu 40, ce qui est 70 puissance 100, et je pense que les Français ne sont pas prêts. En plus, en France, il y a une différence avec l'Angleterre, c'est la machine médiatique. La machine médiatique est uniformément européiste. Alors que, vous le savez très bien, en Angleterre, il y avait des grands médias anti-européens. Enfin, si vous voulez, je pense qu'on va vous parliez du Rassemblement national tout à l'heure en disant très justement que vous n'aviez pas à vous déterminer par rapport au Rassemblement national, vous avez tout à fait raison. En revanche, on peut tirer des leçons des erreurs du Rassemblement national. Et Marine Le Pen, en 2017, avait selon moi gâché sa campagne en accent sur l'euro et la sortie de l'euro et la sortie de l'Europe. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité politique qui peut permettre de rassembler 70% d'une population, c'est l'immigration, c'est la question migratoire, c'est ce que vous appelez comme moi la colonisation d'une partie importante du territoire. Donc je pense que c'est ça, il ne faut pas nous disperser. Et là, il faut prendre une autre stratégie selon moi, si vous me permettez de continuer. Au contraire, quelle est votre stratégie ? Une autre stratégie selon moi qui est la stratégie du dédain. C'est-à-dire que je pense que nous sommes la France et que nous devons faire ce que nous voulons. Nous devons retrouver notre souveraineté, que la Commission ne soit d'accord ou ne soit pas d'accord. Les Allemands le font très bien, vous l'avez dit vous-même. Ils choisissent, ils décident eux-mêmes. Le tribunal de Karlsruhe. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Nous, et là, il y aura quelque chose à changer, vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons, cesser
de faire comme Emmanuel Macron, mais aussi comme ses prédécesseurs, d'être toujours les moteurs de l'intégration européenne. Nous devons au contraire briser l'intégration européenne. C'est-à-dire que nous devons arrêter la machine. Nous devons dire maintenant c'est terminé. Nous respectons que les traités. Vous voyez, c'est notre discussion sur la santé tout à l'heure. On aurait dû dire non. La santé, c'est une compétence nationale. On aurait dû dire non aussi, même au grand emprunt. Le grand emprunt dont est si fier Emmanuel Macron et qui va nous coûter en vérité plus cher que ce qu'il va nous rapporter. Vous voyez, toutes les avancées européistes qui sont toujours dans le sens de plus d'intégration, de plus de fédéralisme. En vérité, vous le savez comme moi, cher Philippe, l'objectif, c'est un gouvernement européen et une fédération européenne, les États-Unis d'Europe. Il faut briser ça. Si la France ne prend plus d'initiatives dans ce sens, ça va se déliter toute seule, car, vous le savez très bien, toutes les initiatives sont à l'origine de la France. Et à chaque fois, ça se retourne contre la France. Donc je pense qu'il faut avancer. Et là où je vous retrouve, en revanche, c'est sur l'alliance avec le groupe de Visegrad. Eux aussi pensent que ça ne marche pas bien. Eux aussi pensent qu'il y a des sujets, les plus importants sont les sujets identitaires sur une espèce de guerre de civilisation qu'on nous mène sur notre territoire. Et je pense qu'il faut effectivement s'allier à eux et cesser d'être obsédé par le couple franco-allemand qui est en fait, au lieu d'être un multiplicateur de puissance, comme le croyait le général de Gaulle à l'époque, c'est devenu un multiplicateur de soumission. Donc je pense que c'est ça la bonne méthode. On s'en moque, on dédaigne, on ne demande pas de réforme, on ne demande pas de sortie de l'Europe, mais on fait à notre tête. Et je pense que c'est la meilleure solution. C'est-à-dire changer de l'intérieur. Exactement, et surtout ne faire plus de réformes en faveur de toujours plus d'intégration. La position de l'élève Éric Zemmour, c'est de rester au fond de la classe près du poêle et de dire au prof, bah non, je prends pas ma plume pour écouter ta dictée. Bon. Alors, il se peut qu'il soit rappelé par le supérieur, par le principal, qui lui dit, Monsieur Zemmour, on ne peut pas vous garder. En d'autres termes, on a affaire à des juristes. L'état de droit, il y a 5 cours suprêmes. Et ces 5 cours suprêmes constituent un engrenage. Et donc, si nous on dit, on rétablit nos frontières, par exemple, ou si nous on dit, on n'est pas d'accord avec la Cour européenne des droits de l'homme sur le principe de non-discrimination, ou si nous on dit, on veut pouvoir créer des grands groupes industriels en échappant aux règles sur la concurrence parfaite, etc., ça va être évidemment un sujet de conflit permanent. Mais je vais plus loin. Vous avez dit quelque chose entre les lignes que je retiens, c'est qu'en fait, l'Europe... Vous savez, la France est peut-être en train de mourir. Et l'Europe aussi. Et de quoi ? De perdre le fil de sa civilisation. J'appelle Europe toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée et soumise à l'esprit et à la discipline des Grecs. Paul Valéry. Aujourd'hui, cette Europe ne se souvient plus de ce qu'elle est. Et en vous écoutant, je pensais à la conversation que j'ai eue un jour avec Jacques Chirac, en 2004, à propos de la Turquie. Parce que je lui ai dit, vous savez très bien que la Turquie va signer votre projet de constitution. Ce qui était vrai. Et on voit même sur la photo, derrière le paraphe, on voit Erdogan. Et il m'a dit, mais on s'en fout. Je dis, ah bon ? Oui, l'Europe a des racines autant musulmanes que chrétiennes. Et donc, en fait, c'est ça qu'ils pensent tous. Ils s'en foutent, en fait. Et donc, de quoi ils se foutent ? Ils se foutent du fait que l'Europe devienne multiculturelle. Et c'est ça, le cœur du cœur, ce que je raconte dans mon livre au sujet du fameux dîner de rupture avec Emmanuel Macron, c'est quand je lui dis, vous êtes profondément multiculturaliste, n'oubliez pas que la multiculturalité, c'est la multiconflictualité et la multidéculturalité. C'est-à-dire que vous allez déculturer l'Europe, parce que si l'Europe ne sait plus d'où elle vient, la contre-société qui est en train de s'installer va nous vaincre. Et quand on connaît l'histoire, quand on sait ce qui s'est passé dans l'histoire des peuples, le fait de mettre côte à côte
deux civilisations qui sont difficilement miscibles, la civilisation arabo-musulmane et la civilisation christiano-occidentale, c'est un énorme risque. Et donc, je ne sais pas quelle est la bonne méthode. Peut-être c'est la vôtre, peut-être c'est la mienne. Moi, je pense que je suis en avance sur la vôtre. Vous savez très bien que... En avance sur ce que... J'ai compris, voilà. Sur mon évolution. Je suis d'accord avec vous, vous savez très bien, sur cette guerre de civilisation sur notre sol. Donc ça, je ne vais pas prolonger cette discussion, puisque nous sommes absolument d'accord, et je le dis souvent ici. En revanche, je reviendrai, vous avez cité Jacques Chirac, je reviendrai sur une autre citation de Jacques Chirac, qui, quand ses conseillers lui disaient « Ah, Bruxelles ne sera pas d'accord, et pour ceci, pour cela », il disait « Bon, quand est-ce que Bruxelles me déclare la guerre ?» Je pense que Bruxelles n'a pas les moyens de rétorsion. Peut-être sur l'euro, il faudrait en discuter, mais même sur l'euro, je ne suis pas sûr que on puisse nous imposer quoi que ce soit. Mais enfin, c'est une discussion qui réclame effectivement plus d'approfondissement. Ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas nous disperser. Je suis d'accord avec vous sur le droit, c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait revenir d'ailleurs à la jurisprudence du Conseil d'État des années 60, c'est-à-dire que la dernière loi votée en France est supérieure au droit européen. Bravo. Ça, je pense qu'effectivement, il faudrait l'imposer par référendum. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas autrement. Et le référendum, vous le savez comme moi, ne peut pas être contesté par nos juridictions, même nos cours suprêmes, Conseil constitutionnel. C'est un homme constitutionnel. Exactement. Donc je pense que ça, il faut y revenir. Mais pour le reste, il n'y a pas à multiplier, vous voyez, la dispersion politique. Je pense qu'en plus, que pour une raison tout simplement, comment vous dire, électoraliste, soyons cyniques 2 minutes et soyons pratiques, mais je pense qu'on aura une majorité large sur un diagnostic que l'on fait, vous et moi, sur la guerre de civilisation, sur la nécessaire lutte contre cette colonisation islamique, le retour de l'assimilation. Tout ça, je pense qu'on a une large majorité dans le pays, alors qu'en revanche, on va se diviser, nous, si on commence une discussion sur la sortie de l'Europe oui, et la on ne rentrée de redeviendra pas une grande puissance. Parce que si on doit redevenir une grande puissance, là, je hasarde un raisonnement qui me paraît de bon sens. Les Anglais, ils font comme ils ont toujours fait. Hein. Ils commencent à réfléchir, check and balance, dès le cassé. C'est-à-dire, ils regardent s'ils peuvent s'appuyer sur un pays pour éviter de s'appuyer sur aucun. Oui, mais ils s'appuient sur les États-Unis, Philippe. Voilà. Vous avez vu leur dernier texte. Ils s'appuient sur les États-Unis, donc c'est le retour à la vieille alliance anglaise. Mais sur le continent, ils chercheront un partenaire. Bon. La Russie, j'y reviens. La question qui fâche. La Russie. Moi, j'ai rencontré Vladimir Poutine longuement. Et il m'a dit, il y a toutes les raisons culturelles pour qu'on se retrouve. Saint-Benoît, Saint-Vladimir, Pouchkine, Victor Hugo, etc. On parlait la langue française à Saint-Pétersbourg il y a encore peu de temps. Bon, la Russie, elle se sent européenne. Et la deuxième chose, il me dit, vous vous rendez compte, vous nous poussez dans les bras de la Chine. C'est une folie au moment où la Chine est en train de monter. Mais parlons de la Chine. Pour connaître un peu la Chine et le raisonnement des dirigeants chinois, en fait, les dirigeants chinois, ils regardent la France avec un œil favorable. Ils préféreront toujours le Puy du Fou à Disneyland, parce qu'ils ne veulent pas se faire coloniser par les Américains. Et voilà pour la culture. Et pour ce qui concerne la politique et la géopolitique, la géostratégie, l'idée de s'appuyer sur la France, qu'ils regardent comme une puissance nostalgique, ne leur déplaît pas. C'est le prolongement pour eux des routes de la soie. Donc pour la France, plutôt que de suivre l'Allemagne, qui suit son chemin, et qui n'est pas un chemin de puissance, qui est un chemin de tranquillité et de prospérité. L'Allemagne fait ses petites affaires, et elle veut la paix, elle ne veut pas d'emmerde. Eh bien, la France pourrait très bien entretenir les meilleures relations avec l'Allemagne, avec l'Europe actuelle, mais en même temps se donner des atouts, dont on ne parle plus du tout, c'est la francophonie. Il y a 400 millions de locuteurs. Et parler la langue française, c'est adopter
porter dans son cœur l'esprit français. Et par ces temps où il faut de toute façon résoudre le problème de l'immigration en amont, la France, puissance francophone qui affirme sa langue et sa culture dans le monde, c'est quelque chose. Alors, il y avait une idée de Sarkozy sur la Méditerranée. Le fameux pacte méditerranéen. Eh ben, il faut reprendre ça. Oui, il faut reprendre ça. Alors, vous savez, en fait, ce que vous dites, et vous n'avez pas tort, c'est-à-dire qu'en gros, l'Allemagne a une politique continentale, alors que nous, on devrait avoir une politique mondiale. C'est ça, voilà, exactement. Qui est servie par, en plus, nos mers, nos terres... outre-mer. Exactement, outre-mer. Et donc, à chaque fois, on a des espaces maritimes gigantesques. C'est, après tout, qu'on ait au moins cet avantage-là. Et on a toujours rêvé de ce genre de politique mondiale. Et la francophonie, comme exactement. Et c'est pour ça qu'on a affronté l'Angleterre pendant des siècles. C'était ça, cette rivalité-là. Donc, reprendre ça, Il y a la Guadeloupe. Je suis... Voilà. Absolument. Absolument. Mais pas seulement. Vous avez parlé de Mayotte, il est temps de parler de la Guadeloupe. Mais pas seulement la Guadeloupe. Vous parlez de la Vendée, mais je parle de la Guadeloupe. La Guadeloupe est toujours présente. Mais pas seulement la Guadeloupe, d'ailleurs. Non, pas seulement la Guadeloupe. J'ai beaucoup de questions. Hein, ah bon, d'accord. Alors, simplement, là, oui, je pense qu'il faut, effectivement... Mais... Vous me permettez une formule ? Ce n'est pas la présence dans l'Union européenne qui nous empêchera. Alors, en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il faut... On a vu les derniers soubresauts ridicules de la Commission de Bruxelles à Ankara. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut bloquer cette grotesque grenouille bruxelloise qui veut se faire aussi grosse que le bœuf étatique et qui prétend avoir une politique étrangère. Ça, je pense que là, il faut, par exemple, c'est ce genre de truc, d'après moi, qu'il faut briser. Oui, alors... La petite formule. Oui, la formule est simple. On nous a dit pendant des années, la France est trop petite pour l'Europe. Moi, je pense aujourd'hui que l'Europe est trop petite pour la France. C'est-à-dire que la France est une puissance mondiale. La France est une puissance mondiale parce qu'elle est accueillie dans le cœur de tous les peuples du monde par son histoire, par son rayonnement, par son mystère, par son charme, comme une espèce de romance indispensable à la paix du monde. Ouais, mais vous voyez, et ça, Philippe, on n'en joue plus, oui, c'est dramatique. Mais vous voyez, Philippe, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, et même qui sont d'accord avec nous sur beaucoup d'autres sujets, et qui se disent, ils sont fous, enfin pas ils sont fous d'ailleurs, ils sont romantiques, mais et qui nous se disent, sans l'Europe, on est perdu, etc. C'est pour ça que je vous dis, je ne veux pas ouvrir plusieurs fronts. Mais attendez, c'est pas le romantisme d'avoir une Europe qui n'a plus d'industrie. Mais bien sûr, vous avez raison. Mais regardez les Allemands. Les Allemands ont réussi à garder une industrie. La France ne l'a pas. Moi, je viens le jour d'après. Mon livre, le jour d'après. C'est quoi ? Il y a la big tech qui profite du Covid pour s'enrichir davantage et qui nous prépare, nous, les serfs de la glèbe numérique, des implants. C'est-à-dire qu'en fait, on va être géolocalisé, on va être contrôlé de partout. La classe dirigeante, d'ailleurs, est d'accord avec les GAFA. Mais c'est une folie. C'est-à-dire qu'en fait, quand il n'y a pas de puissance publique, il y a des puissances privées. Et les puissances privées, aujourd'hui, qui nous contrôlent, qui inventent une société disciplinaire, qui transforme nos forts intimes en algorithmes, ce sont les GAFA. Et donc, pour casser les GAFA, il faut les États. Il faut des États qui disent non, ça suffit maintenant. Et il faut que les États entre eux s'entendent pour dire à ces puissances privées de la big tech, big pharma, big data, big finance, ça suffit. C'est la puissance publique qui commande aux puissances privées en refusant cette néo-féodalisation numérique qui est en train de nous détruire. Oui, mais l'État français ne le fera jamais et n'aura jamais l'audace de le faire. Vous savez bien que seule la Chine et la Russie osent affronter les GAFA. Parce qu'ils ont gardé, vous allez me dire, à juste titre, ils ont gardé leur vraie souveraineté. Voilà. Nous sommes dans un entre-deux. L'entre-deux est mortel. On s'est déshabillé de notre souveraineté nationale. Et il n'y a pas de souveraineté européenne et il n'y en aura pas. Et donc attendez, l'entre-deux, c'est rien, c'est le vide. Il y a quelque chose que je ne veux pas passer sous silence. J'ai appris hier qu'il y a, je ne sais pas si vous êtes au courant, un agenda qui s'appelle Agenda OTAN 2030. Et l'agenda OTAN 2030, j'ai lu quelques extraits. Il définit deux ennemis, c'est la Russie et la Chine. Il s'appuie sur l'alliance turque, le sultan, et il nous propose le wokisme, c'est la cancel culture, culture, l'agenda OTAN 2030. Et donc,
si vous voulez pas sortir de l'Europe, au moins faites-moi plaisir. Donnez-moi quelque chose. Bon, La alors, sortie de l'OTAN. La sortie de l'OTAN. La sortie de l'OTAN. Là, je pense qu'il vous l'accorde. Parce Là, je qu'on ne pense sera qu'il vous jamais, il n'y aura Je suis jamais d'accord, là. d'Europe puissance diplomatique tant que la puissance militaire ne sera pas européenne. Philippe- L'erreur, ça a été de retourner dans l'état-major intégré. L'erreur de Sarkozy a été de retourner dans l'état-major intégré de l'OTAN. Il faut s'en aller. Ça, on est d'accord. Philippe de Villiers, je vous pose une question. Et pour vous, tout à l'heure, préparez ma petite réponse. Est-ce qu'il faudra le référendum il faut un référendum pour sortir de l'Union européenne? Une petite question pour vous, après. Mais je relance justement sur l'Europe souveraine. Une Europe souveraine qui concilie l'intérêt des peuples et le besoin de rapprochement. Est-ce que c'est, selon vous, possible? Non. De Villiers. Il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de nation européenne, et de toute façon, personne n'en veut. En dehors de nous. Il n'y a que M. Macron qui en veut, de la souveraineté européenne. Les Allemands, ils rigolent. Vous n'avez qu'à demander à la copine d'Éric, la ministre de la Défense. Verstager. Non, la copine de la... Non, elle a un nom trop difficile. Ouais, voilà. Ouais, KKK. mais vous parlez de souveraineté européenne en Allemagne. Moi, je suis allé récemment. Ils éclatent de rire. Il n'y a pas que l'Allemagne non plus. Oui, en avec Europe. le tribunal de Karlsruhe. Alors les autres, on n'en parle pas. Ouais, voilà. Et non, il n'y a que nous. Donc la souveraineté européenne, ça voudrait dire, par exemple, la souveraineté militaire européenne. Mais les Allemands n'en veulent pas. Vous voyez, ça voudrait dire aussi la souveraineté diplomatique. Ça veut dire que nous, on n'est pas comme les Allemands. Eux, ils sont obligés de traiter avec les Turcs. Petite parenthèse, vous savez pourquoi Madame, comment elle s'appelle, von der Leyen, là, est allée voir sur le sofa Erdogan? On ne l'a pas dit, mais je vais vous dire pourquoi. C'est qu'Erdogan, il avait touché en 2016 6 milliards d'euros pour garder les migrants. C'est-à-dire Schengen, le soldat Schengen n'est pas capable de faire face tout seul. Donc on a dit aux Turcs, Merkel a dit, bon, allez, on vous donne un pourboire, la stratégie des pourboires, 6 milliards d'euros, et avec ça, vous gardez les migrants, les Syriens. Et maintenant, il nous ils reste 5 sont de minutes. plus en plus nombreux. Et donc, en fait, monsieur Michel et madame la présidente de la commission, ils sont allés rediscuter le bout de gras avec Erdogan, et ça, c'est pas dans les comptes rendus officiels, pour dire, bon, how much? Alors, pardon, de vous Pour relancer que ici, avant que... monsieur Erdogan garde ses migrants. On a bien compris. Avant, je vous relance un petit peu aussi sur le fait que vous dites qu'il n'y a pas d'Europe militaire, il n'y a pas d'Europe, effectivement, de la santé. Est-ce qu'il n'y a pas une Europe culturelle, une Europe intellectuelle? Alors, Vous qui avez été secrétaire d'État à la culture. Justement, l'Europe de la culture, elle est aujourd'hui la laissée pour compte. Pourquoi? Parce que l'Europe de la culture, c'est l'Europe de sa substance. On parlait de l'Europe de Saint-Benoît, de Saint-Vladimir, on pourrait parler de Saint-Cyril, etc. Cette Europe-là, si elle renie ses origines, si elle renie ce qu'elle a été, ce qui a fait sa grandeur, si elle renie sa civilisation, la civilisation chrétienne, elle ne peut pas exister. Il n'y a pas d'Europe de la culture si elle est amnésique. Aujourd'hui, l'Europe pratique l'amnésie des grandeurs et l'hypermnésie des lâchetés. Éric Zemmour, il nous reste 2 minutes. Pour ma dernière question. Oui, oui, effectivement. Et puis pour rebondir aussi sur ce qu'il a dit. Alors, faut-il un référendum sur l'Europe? Oui, est-ce qu'il faut un référendum, selon Alors, vous, pour moi, sortir je de l'Europe, tiens- vu au regard de ce qu'on a comprends. dit tout Moi, à je l'heure? tiens ma position. C'est-à-dire que je pense qu'il faut hiérarchiser les priorités politiques, que la priorité essentielle, c'est l'immigration et c'est le grand remplacement, comme dit Renaud Camus, c'est la colonisation de territoires, comme Philippe et moi nous le disons. Donc je pense que c'est ça le sujet qu'il faut prioriser. Comme nous ne pourrons pas prendre des mesures drastiques sans, si vous voulez, mettre à bas toute la construction juridique par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice européenne, il faut en passer par le peuple. Donc il faut un référendum sur ce thème de l'immigration, avec des mesures vraiment très sérieuses, suppression du regroupement familial, suppression du droit du sol, préférence nationale pour les allocations sociales, et des choses qui seraient interdites par le juge. Donc il n'y a que le peuple
qui peut nous autoriser. C'est ma discussion avec Philippe ce soir. Je pense qu'il ne faut pas disperser nos forces, que là-dessus, nous avons une large majorité dans le pays. Et alors qu'en revanche, si on commence à discuter sur l'Europe, sortir de l'Europe, pas sortir de l'Europe, etc., on va diviser nos forces, on va diviser notre camp. Les gens vont se partager entre gens qui veulent la sortie de l'Europe et ceux qui ne veulent pas. Et là, on aura perdu l'essentiel et on aura pris la proie pour l'ombre, quoi. Et donc on aura tout perdu. Je pense qu'il ne faut pas faire cette erreur politique. Voilà. Une dernière minute pour terminer. Vous rejoignez Éric Zemmour au fond de la classe ? Oui, je rejoins derrière le tuyau de poêle. Il y a la question du nombre. On peut pas régler le problème de l'immigration si on ne règle pas le problème du nombre. Et après, il y a une deuxième question qu'on n'a pas abordée parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais moi, je suis convaincu avec mon expérience et ce que j'ai fait dans ma vie, c'est peut-être naïf, mais si on décidait de retrouver une politique de civilisation, c'est-à-dire d'assimilation, si on décidait de refabriquer des petits Français de désir, c'est-à-dire de dire à tous ceux qui voudraient nous rejoindre mais qui ne nous connaissent pas, voilà, vous avez vos gloires, vous avez vos héros, vous avez vos saints, vous avez les pages de votre histoire, nous vous proposons les nôtres. Eh bien, la lame de feu qui vient vers nous, à laquelle on ne pourra jamais répondre avec les valeurs de la République, les droits de l'homme, la liberté d'expression, la laïcité, on peut y répondre si on a le feu sacré. En tout cas, Philippe, il faut leur donner le choix. Et après, on décide qui reste avec nous mais et qui ne reste pas avec nous. On a fini, messieurs. Seul. La peur change de camp et l'amour change de camp. Non, Philippe, rien ne se fait tout seul. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Éric Zemmour. Merci beaucoup à Philippe de Villiers pour votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette émission. Vous qui aimez l'histoire, tout de suite, restez avec nous sur CNews. Bertrand Duguesclin avec La guerre de 100 ans, la belle histoire de France. Marc Menant, Franck Ferrand, c'est tout de suite.